femme disant adieu. Une femme un jour n'en peut plus de la vie qu'elle mène. La vie qu'elle mène l'a lassée. L'homme avec qui elle vit l'a déçue. Le monde qu'elle côtoie l'ennuie, l'impatiente. Elle annule les concerts qui avaient été prévus. Elle donne congé aux élèves auxquels elle enseignait la composition et l'harmonie. Elle pousse la porte d'une agence immobilière. Elle met en vente sa maison. Elle s'arrête au garage. Elle met en vente sa voiture. Elle rentre chez elle à pied, l'esprit plus libre. Elle marche lentement dans des restes de feuilles mortes, dans des petites plaques de givre, dans la nuit qui est tombée. Elle descend à la cave. Elle choisit, pour fêter sa résolution, quelque chose de sublime, qu'elle remonta au salon, qu'elle déboucha, qu'elle laissa au contact de l'air, qui avait une odeur merveilleuse. Soudain, elle recula. Elle regarda les 3 pianos. Elle prit son visage dans ses mains, elle baissa la tête, elle pleura. Le lendemain, le garage de la rue de Bagnolet l'appela. Ils avaient trouvé acquéreur pour sa voiture. Ils lui prêtèrent une Renault Espace toute blanche. Le vendredi 23 janvier, elle vendit les 3 pianos avec lesquels, pendant des années, elle avait vécu. Elle les vendit à un bon prix. Même, elle vendit le Steingraber au-dessus de son prix parce que c'était elle. Elle était connue, même si les œuvres qu'elle composait étaient difficiles. La transaction se fit en espèces, la somme était considérable. Les 3 pianos partirent. Elle ne parvint pas à adresser la parole au déménageur. Sa respiration lui faisait mal. Elle resta assise dans la tiédeur de l'air sur les marches, à contempler l'orme nu, le jardin vide, la mousse mêlée à la pelouse, les rosiers maigrelet après qu'ils eurent regagné leur immense camion. Quand elle eut fini de dévoyer le sol, elle prit l'espace que lui avait prêté le garage.
Quelquefois, le chagrin n'est guéri par aucun moyen. Le temps qui passe l'amplifie. Anne Eden acheta plusieurs rouleaux d'immenses sacs poubelles marrons. Elle jeta tout, elle déchira les lettres, elle brûla dans la cheminée les photographies de famille, elle remplit 7 sacs de 100 litres de ses vêtements. Elle téléphona au secours catholique pour que quelqu'un passe les prendre. Elle se rendit à ses 2 banques où elle vida ses comptes. Elle fit couper l'électricité, le gaz, la ligne téléphonique. Elle dit « Je vais éteindre la vie qui précède ». Elle ne dit rien à l'homme qui partage sa vie. Elle le quitte de la même façon qu'il la trompe en secret. Elle mit à profit un petit déplacement à Londres pour faire venir un serrurier. Il changea les serrures de la grille du jardin, de la porte du garage, des 2 portes de la maison. Le serrurier frappa à la porte de la cuisine. « Tenez, madame, voici les vieilles serrures et les vieilles clés. Elles ne sont pas du tout abîmées. Alors, gardez-les. » Il les fit tomber dans sa sacoche. « Vous partez ? » ?»« Oui, je m'en vais. » « La maison est vendue ? » ?»« Oui. »« Alors, pourquoi avez-vous changé les serrures ? » ?»« On m'a volé un jeu de clés hier. Vous allez où ? » ?»« Sur les bords de la Garonne. » Elle attendit dans la maison vide. À 14 heures, les compteurs de gaz et d'électricité furent fermés. Le préposé lui dit que les sommes trop perçues seraient reportées sur son compte. « Merci. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir vous offrir un café. Je n'ai plus de cafetière. De toute façon, madame, vous n'avez plus d'électricité. » « Bonne chance, madame, lui dit-il assez inexplicablement en lui tendant la main. Cette main tendue sans raison lui fit un bien infini. Tout est vide. Toute la maison est devenue sonore et comme creuse. Il n'y a plus rien autour d'elle à quoi elle puisse dire au revoir. Il n'y a plus rien autour d'elle qu'elle reverra. Elle ramasse ses cheveux en chignon, elle s'habille avec soin, elle prend sa valise. Cette femme ne dit même plus adieu, elle est devenue l'adieu.
Elle partit. Aux uns, elle disait qu'elle se rendait aux USA, aux autres qu'elle partait en Afrique, très exactement au sud du Maroc. À l'homme avec qui elle vivait, qui se trouvait à Londres, elle dit qu'elle se rendait chez sa mère en Bretagne. Au guichet de la gare du Nord, avec de l'argent liquide, elle acheta un billet pour Anvers. Munie de son billet, Anne Eden se rendit ensuite à l'étage supérieur, dans la gare où les voyageurs attendaient pour Londres. Elle s'assit sur un banc et détruisit longuement, en la pliant, en la repliant, sa carte bleue. Elle jeta 2 morceaux sur 3 dans une poubelle devant l'Eurostar. Elle redescendit, elle monta dans le Thalys. Quand le train fut parti, elle alla aux toilettes, elle jeta le morceau restant de sa carte par la lunette, elle appela Georges Reul sur son portable. « Tout va bien, lui dit-elle, je suis à Roissy, on embarque pour le Maroc. » Elle se mit à dépser son téléphone portable, elle lança les petits morceaux par le trou sur la voie, elle descendit à Bruxelles, elle reprit aussitôt un train en direction de Liège. Elle songea à Thomas, à la tête qu'il allait faire quand il rentrerait à Paris. Elle s'amusa à plusieurs reprises, méticuleuses reprises, de l'impression qu'il allait ressentir le lendemain quand il chercherait à faire tourner une clé dans une serrure qu'elle ne saurait plus ouvrir. Elle attendit que tous les passagers eussent quitté le car. Elle descendit sans se presser. Elle entra dans un magasin de sport de Fribourg, un fuseau, une veste polaire, un chapeau, des gants de fourrure. Elle acquit un grand sac à dos rouge où elle rangea tout. Elle payait tout en argent liquide. Elle se rendit à la piscine, nagea longuement. Dans la cabine, à l'instant de se rhabiller, elle glissa dans la valise ses anciennes affaires. Elle jeta le tout dans les poubelles qui se trouvaient dans la cour derrière la piscine. Les cheveux encore trempés, elle pénétra dans un salon de coiffure. Elle fit couper ses cheveux très courts. En se regardant dans le miroir du coiffeur, elle se fit la remarque qu'elle avait vraiment l'air égaré. Elle reprit un car, elle franchit la frontière suisse au-dessus de Tuttlingen. Quand elle vit le premier lac, elle était folle de bonheur. Elle regardait les nuages projeter des ombres immenses sur l'eau. Ceux qui ne sont pas dignes de nous ne nous sont pas fidèles. Leur engagement à nos côtés n'entraînait pas leur incurie, leur désœuvrement, leur régression. Nous observons, assis dans nos fauteuils, étendus dans nos baignoires, couchés dans nos lits, des êtres engourdis ou absents pour lesquels nous n'avons plus d'existence. Ce n'est pas eux que nous trahissons en les abandonnant. Tout à coup, la nuit envahit le lac de Caume. Elle traversa sa 3e frontière sans qu'elle connût de difficulté.
L'avion avait atterri près du Vésuve dans une bruine mêlée de fioul. Pendant toute la matinée, la baie de Naples resta enveloppée dans son brouillard. Elle acheta un portable international près du palais San Severino qu'elle fit débloquer dans une ruelle par un jeune garçon aux cheveux roux. Elle lui acheta plusieurs cartes d'avance. Elle appela Véry à la pharmacie pour prendre des nouvelles de sa mère. Tout allait bien en Bretagne. Où es-tu ? En Irlande. Elle changea de nouveau ses vêtements. Elle éprouva de la joie à acheter un grand sac de cuir clair, des jupes italiennes de coton mêlé de soie, des chandails de laine légère, un jean gris, un grand ciré de marin tout jaune. Elle sacrifia ses vêtements de montagne, jeta le sac à dos. Quand elle arriva à l'embarcadère, il pleuvotait encore. Les lattes de bois de la passerelle étaient un peu pourries, molles, glissaient. Elle ressentit soudain une impression à laquelle elle était peu accoutumée. Ce n'était plus l'angoisse, ce qui lui faisait battre le cœur. C'était la vieille détresse solitaire plus ancienne que tous les sentiments. C'était enfin la peur animale, la peur souche, la peur de mourir. Elle erra d'île en île, de paroi de falaise en paroi de falaise, sans que jamais elle retournât sur Naples. Elle hésita entre deux hôtels délicieux, l'un à Ravello, l'autre sur la petite île d'Ischia. Elle choisit le petit hôtel de l'île devant le Castello à cause d'une chambre qui donnait immédiatement sur la mer. La chambre avait une longue terrasse silencieuse, sans contact avec les autres chambres. Une nuit où elle ne dormait pas, debout, nue, fatiguée, poussant du front le rideau de la fenêtre, faisant peser tout son corps sur son front et tout son front contre la vitre. Elle observait la baie dans la nuit, la baie merveilleuse avec si peu de lumière, si ancienne. Elle éprouva une joie sourde. Puis une excitation frémit en elle, monta, balayant tout en elle, qui alla jusqu'à irradier le fond de sa bouche et de sa gorge. Son corps se mit à fourmiller d'une espèce d'élan. Elle enfila le peignoir blanc de l'hôtel, elle fit glisser la porte-fenêtre, elle avança sur la terrasse qui donnait sur la mer, elle se cala, toute frissonnante, contre le bord du fauteuil en fonte. Il était entre 2 et 3 heures. Une ligne de lumière soudain se mit à luire à l'autre bout de la baie. Le soleil se leva sur Sorrente. Le début du jour fut sublime.
Il y a une lueur diffuse dans les eaux de la mer qui semble monter du fond de l'abîme, qui n'affleure jamais mais qui joue sous les corps, sous les algues, dans les ombres des roches d'Ischia. Cette lueur est d'origine volcanique. Une lumière qui ne semble pas procéder du soleil touche les corps qui nagent. Elle quittait l'hôtel dès les premières lueurs de l'aube, entre 5h et 6h. Elle vagabondait en jean gris et en basket jaune dans le calme et la fraîcheur, dans les ombres si longues de la fin de la nuit ou du début de l'aube, sortait de la petite ville balnéaire, empruntait les sentiers, flânait dans l'herbe, mouillait ses pieds dans la rosée, dans les vignes, le thym, la menthe, la sauge, dans les champs d'oliviers, les citronniers, dans les bosquets, cherchait à se perdre, aimait se perdre, parvenait à se perdre. Elle était curieuse de tout ce que pouvait dissimuler un muret ou une palissade. Elle trottait dans la lumière naissante. Elle était curieuse des mœurs des gens dans l'aube, des premiers gestes où le ton de la journée se décide, le plafonnier de la cuisine qui s'allume, le chien auquel on ouvre la porte pour qu'il rentre, les gens qui se vêtaient, qui se passaient un coup de peigne, qui reculaient soudain devant leur miroir pour s'y surprendre. Quand le soleil était là, quand les ruelles et les rues se remplissaient de vie et de hâte, d'odeur de tabac, d'odeur de café au lait, d'odeur d'eau de Cologne, elle arrêtait un micro-taxi qui la ramenait à l'hôtel en pétaradant et en klaxonnant. Elle prenait un petit déjeuner pantagruélique dans la salle à manger, sous les grandes arcades blanches couvertes de vignes vierges encore bourgeonnantes, qui dépliaient par endroits seulement des feuilles encore coagulées de sève. Elle se reposait devant la piscine, toujours plus ou moins fumante de l'eau tiède du volcan. Devant elle, 2 ou 3 heures avant les Russes, les Allemands plongeaient déjà en éclaboussant tout. Elle attendait que la piscine fût entièrement vide pour y nager longuement à son tour. Ruisselante, elle montait à sa chambre, prenait une douche, se glissait dans son lit, travaillait. C'est là qu'elle composa le minuscule quatuor dédié à Catherine Phillips.
Son visage avait maigri, son corps aussi avait maigri. Il ne restait plus que les os, la tristesse, une étrange élégance toute neuve. Ses cheveux avaient repoussé, elle commençait à pouvoir les relever en une petite queue de cheval ou la boule d'un petit chignon. Sa peau était devenue plus brune. Les robes sur elle étaient plus belles, un peu lâches pour son corps, tombaient merveilleusement. À force de nager, elle était plus élancée, elle nageait seule, elle marchait seule, elle mangeait seule. Ô solitude, mon choix le plus doux, dévouée à la mer comme à la nuit. Une voix solitaire se lève, sans adresse, au fond de l'âme, aussi immatérielle qu'un rayon de soleil, extase au sein de la nature, nativité du temps. Elle fut attirée par une maison perdue. Elle monta vers elle, elle se rendit près d'elle plus de 20 fois avant de songer qu'elle l'habiterait un jour. Elle l'aima avant de penser qu'on pût aimer d'amour un lieu dans l'espace. La Villa Amalia dominait entièrement la mer. À partir de la terrasse, la vue était infinie. Au premier plan, à gauche, la roche noire. Devant, les buissons. Puis, c'était l'eau à perte de vue. Dès qu'elle regardait, elle ne pouvait plus bouger. Cette maison, ce n'était pas un paysage, mais quelqu'un. Non pas un homme, ni un dieu, bien sûr, mais un grand visage précis et indicible. Elle devint une femme enchantée. Elle l'acquit, elle en fut comme ivre. Elle ne fut pas seulement comblée par ce lieu, elle en fut augmentée. Il fallait être devant la maison si longue, de plein pied, sans étage, pour en comprendre la force singulière. On ne pouvait s'empêcher de faire silence quand on s'approchait d'elle. Les fourrés et la haie étaient d'un vert très foncé, presque noir, presque aussi noir que la roche sur la gauche. La terrasse était elle-même aussi longue que la paroi. Partout la mer. Anne s'éprit de plus en plus de cette vue immense sur la mer. Une pluie lumineuse enveloppait sans cesse la maison. C'était quelque chose de poudroyant, de légèrement opaque, comme un brouillard de lumière qui se glissait entre les tables et les chaises de fonte rouillées,
disposés un peu partout, on s'asseyait dans la lumière. Tous les amants ont peur. Elle avait terriblement peur de ne pas convenir à la maison. Elle eut peur de ne pas savoir s'y prendre en lançant les travaux. Peur d'en altérer la force. Peur de rompre un équilibre. Peur aussi d'être désappointée ou saturée par la beauté. Peur de ne pas être capable de mener la vie qu'elle avait imaginée quand elle avait découvert la villa pour la première fois. Le printemps balaya la peur. Ce furent les grands jasmins sauvages, ce furent les premiers buissons de roses. Ce furent les anémones sans nombre, aux couleurs si profondes, aux beautés de soie. Ce furent les pavots. Elle aima s'épuiser dans une mer qui devenait plus chaude et plus ombrageuse au fur et à mesure que le printemps progressait. La fatigue lui procurait une espèce d'euphorie. Elle s'abandonna véritablement à ce lieu qui lui donnait l'impression de vivre au cœur de la mer. Elle soignait ce fragment de nature. Anxieuse, elle s'occupait de la vie qui y poussait, qui y affluait, qui s'y multipliait. Elle se relevait la nuit au moindre bruit qui lui paraissait anormal. Elle entretenait de façon jalouse cette langue de terre, cette étroite et longue villa. Elle était heureuse. Elle l'aimait. Elle en fleurissait le bord, lavait la roche volcanique. Elle se l'attacha porte par porte, fenêtre par fenêtre, carreau par carreau, marche par marche,
buisson par buisson, coin par coin.